153 000 enfants et adolescents sont placés en foyer, en famille d'accueil ou chez des particuliers, parce qu'ils sont en danger dans leur famille ou qu'un bouleversement a rendu préférable un éloignement. Heureusement que ça existe, les foyers. Franchement, s'ils ne seraient pas là, ça se trouve, aujourd'hui, je serais peut-être morte. Hein. Franchement, c'est dur de dire ça, mais heureusement qu'ils sont là. Ceux que l'on appelait les enfants de la DAS sont aujourd'hui ceux de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Ce sont les départements qui ont la charge de les protéger. Une protection qui coûte près de 8 milliards d'euros par an. Mais des sommes considérables ne vont pas toujours là où elles devraient aller. Nettoyage de piscine, il n'y a pas de piscine ici. Chanel, c'est pas pour les enfants qu'on a pris du Chanel. 2350 €. S'il vous plaît, 2350 €. 60 066 € de factures non justifiables en chèque. Quand on a 8 000 € de salaire par mois, quand on a la voiture payée, j'allais dire la voiture, les voyages, le payage, l'essence, les factures, les taxes d'habitation, mais on a quasiment plus d'avantages qu'un préfet de région. Et moi, sur 10 ans, j'arrive à des centaines et des centaines de milliers d'euros. Tout cet argent-là, il est allé dans les poches, à titre personnel, de ces dirigeants. Enfin, c'est les fonds publics, ce sont nos impôts. En 2009, la Cour des comptes avait révélé le scandale. Les structures recevant ces enfants sont contrôlées en moyenne une fois tous les 26 ans. Comme il n'y a pas de contrôle non plus dans les familles d'accueil, des enfants peuvent être maltraités. Avec son téléphone, l'un d'eux en a enregistré les preuves qu'il a envoyées à sa mère, des traces de griffures et des hurlements. Tu te mets assis. Ne monte pas. Mais j'ai vraiment dû faire la cour, Des responsables de structures d'accueil mettent des enfants en danger. Leur irresponsabilité a parfois des conséquences dramatiques. 2 adolescentes à qui on a volé leur vie. On découvre la protection de l'enfance chaque jour et on se dit mais c'est pas possible qu'on laisse passer de telles choses. Lorsque nous avons voulu filmer dans un foyer, pratiquement partout, les portes se sont fermées. L'aide sociale à l'enfance ne veut pas que l'on voie ce qui se passe derrière ces murs. C'est le département de la Mayenne qui n'a pas eu peur de nous montrer comment il s'occupe de ces jeunes. Au foyer d'Hercé, une trentaine d'adolescents vivent jusqu'à leur majorité. Des établissements d'accueil, il en existe plus de 2600 en France, de la pouponnière pour les bébés jusqu'à 18 ans. Nous sommes arrivés juste avant Noël, un moment délicat pour ces jeunes qui ne le passent pas dans leur famille. Catherine Blin, chef de service du foyer, partage ce repas de fête avec eux. Pour certains, c'est leur seule fête de Noël. Donc voilà, ça a de l'importance pour eux. C'est souvent une période où ils ne vont pas très bien, surtout les semaines avant Noël, parce que ça vient réactiver le manque de leur famille, le fait de ne pas être comme les autres. Ils ont été placés parce qu'ils ont tous un parcours familial difficile, souvent douloureux. Maltraitance, carence éducative, conflits entre parents, maladie mentale ou physique d'un père ou d'une mère. Ces adolescents qui n'ont pas vraiment eu d'enfance tiennent au rituel des cadeaux, distribués ce soir-là par le directeur et une éducatrice. Il y a des moments qui sont parfois plus tendus à Noël ou entre-temps, mais à Noël, ça peut être plus compliqué parfois. Est-ce que tout remonte? Oui, parce qu'il y a des émotions qui remontent. On a eu des soirées de Noël parfois plus compliquées que ça. Là, non, franchement, j'étais dedans, agréable. Dans ce foyer, ils ne sont pas seulement hébergés. Les éducateurs les aident dans leur scolarité ou leur formation professionnelle. Il faut leur apprendre à devenir autonomes. Comme vous avez été très sage et qu'on a passé une excellente soirée, vous allez avoir droit à vos cadeaux de Noël. Marine! Drôlement gâtée, dis donc. Ah bah mais t'es sage, toi. Marine, bientôt 18 ans. Elle est là depuis 2 ans. Ça, c'est mes boucles d'oreilles. Ton cadeau. C'est quoi? C'est une bonne soirée.
n'a jamais l'occasion d'entendre ces jeunes s'exprimer sur la manière dont ils vivent ce placement. Ce foyer nous a permis de les approcher. Marine. Salut Sophie. Mais cette fois dans son quotidien. Elle a trouvé un job dans un fast-food. Elle fait régulièrement le point avec son éducatrice. Comment ça s'est passé hier, aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis fait tuer par la manager. J'avais un... parce que je me suis fait un écart caisse de 60 €. Mais il faut pas que ça se reproduise une deuxième fois. Hein. Ils te mettent à la porte. Hein. C'est sûr. Hein. Ouais. 60 €, c'est énorme. Hein. Oui. Marine a passé peu de temps avec sa mère. Ça fait maintenant longtemps qu'elle se prépare à se débrouiller seule. Je veux vraiment dépendre de moi-même. Une fois que j'ai quitté le foyer, je fais tout moi-même, quoi. Parce que depuis le temps que je veux faire ça... Tu veux être indépendante. C'est important pour toi, ça. J'assume, je ne suis pas à 100%. Il y a plein de trucs sur quoi je ne serais pas tout à fait indépendante. Mais tout ce qui est peut-être administratif, des choses comme ça, je sais très bien que je suis indépendante. Hein. Lorsqu'elle était bébé, sa mère avait déposé Marine chez une amie, puis elle a disparu. Elle a été élevée par cette femme qui l'avait accueillie, puis reprise par sa mère, avec laquelle cela s'est très mal passé. Il y a 2 ans, l'aide sociale à l'enfance l'a prise en charge. Les éducateurs, ils n'ont jamais vu ma mère. Pareil pour les chefs de service. Personne n'a déjà vu ma mère depuis 2 ans que je suis au foyer, en fait. Maintenant, franchement, des fois, ça m'arrive de pleurer parce que je suis toute seule. J'ai pas de lien affectif, familial, on va dire. C'est pas parce que j'ai pas des parents, que j'ai pas de famille, que moi, je peux pas avancer, quoi. J'ai juste à trouver du travail, faire mes sous, avoir mon appartement, ma vie privée, ma vie. Parce que moi, je veux vraiment faire de mon mieux pour que ça se passe pas du tout comme moi j'ai vécu, en fait. Que ça se passe vraiment comme une famille simple. Je vais pas dire une famille normale, je veux juste dire le mot famille simple. Un parent, une mère, même si le père il sera plus là, au moins des enfants heureux qui seront fiers de dire je t'aime maman, parce que moi jamais de la vie je dirais je t'aime à ma mère parce qu'elle me l'a jamais dit, quoi. Moi elle m'a juste craché un molar en plein dans la gueule et en me disant t'aurais dû crever à la naissance. Donc voilà, quoi. Marine est un exemple de la résilience, cette capacité à transformer ce qu'elle a subi en force. Ce foyer est géré par une association, financée par le Conseil général. C'est le président du Conseil général qui endosse la responsabilité des enfants dont les parents ne peuvent plus s'occuper. Comme dans tous les départements, en Mayenne, l'enveloppe de la protection de l'enfance est très élevée. Ici, 31 millions d'euros. Beaucoup d'argent. Mais le sort de ces jeunes de l'ASE n'est pas souvent la priorité. Jean Arthuis en a pris conscience. Je pense que pendant trop longtemps, dans les départements, c'était plus gratifiant de faire des routes, de construire des collèges. C'était visible, c'était tangible. Le social était l'affaire des travailleurs sociaux. Moi-même, qui suis président du Conseil général de la Mayenne depuis un certain nombre d'années, je reconnais que dans mes premières années, je ne me suis pas suffisamment investi dans l'observation du phénomène social et des attentes sociales de la société. Et de ses enfants. Et notamment des enfants. Eh bien, on ne peut pas continuer ainsi. Jean Arthuis est l'un des rares conseillers généraux qui sont lucides sur le fait que la gestion de cet argent est trop opaque. Ici, les responsables directs de cette aide sociale à l'enfance sont Brigitte Kennom et Didier Lagrue. Ce sont eux qui, pour le Conseil général, supervisent et financent les associations qui gèrent les 11 lieux d'accueil du département. En 2012, un rapport des affaires sociales a constaté que ces associations faisaient plutôt bien leur travail en Mayenne, mais que leurs comptes n'étaient pas contrôlés. Maintenant, au niveau des comptes financiers, il n'y a pas de, il y a aucun service actuellement au niveau du Conseil général qui est allé regarder de près les comptes. Il n'y a pas de contrôle profond des comptes. Voilà. Ça, clairement, ce n'est pas fait actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, si des associations veulent détourner de l'argent, elles peuvent le faire. Je sais pas, peut-être. J'en sais rien. Je peux pas dire non, mais on n'est pas à l'abri. Maintenant, sur le financier, j'ai pas de vision. Donc, ça vous embête de ne pas en avoir? Je trouve que ça serait plus confortable d'être sûr que c'est nickel aussi de ce côté-là. Et ça me paraît fondamental qu'il puisse y avoir un contrôle, qu'il puisse aller fouiller un petit peu plus les comptes globaux de l'association. En 2009, la Cour des comptes avait demandé à tous les départements de contrôler l'usage de l'argent. 5 ans plus tard, personne ne sait s'ils l'ont fait.
Ici, on nous a annoncé qu'on allait bientôt créer une cellule pour ces contrôles. Un autre département, la Seine-Maritime. Cette ferme dans la campagne normande accueillait 22 enfants et quelques adultes atteints de pathologies mentales. Il y a quelques mois, le Conseil général s'est soudain rendu compte que l'argent partait dans des dépenses bien éloignées de l'intérêt des enfants. En quelques heures, ceux-ci ont été expédiés vers d'autres lieux. Marilyn Marais, la directrice récemment arrivée, a été bouleversée. C'est une maison sans enfants actuellement, oui. Il n'y a plus un seul enfant. Ici, il y avait 22 à l'origine, donc ça bougeait, c'était vivant. Là, c'est vraiment un peu triste. Quand on visite, c'est mort. Et ça n'a plus la même âme, on va dire. Il y a 40 ans, les propriétaires, un couple d'agriculteurs, avaient décidé d'abandonner l'élevage pour s'occuper d'enfants. 40 ans plus tard, en 2011, ils prennent leur retraite et vendent la ferme à un couple d'investisseurs attirés par des bénéfices importants, 300 000 € par an. Marilyn Marais et Tony Aumont ont alors été recrutés par les nouveaux propriétaires pour diriger le foyer. Ils ont vite soupçonné ce couple d'utiliser l'argent destiné aux enfants, surtout pour ses besoins personnels. Et on met le nez dans les classeurs. Et là, on commence à se faire peur. Et on prend facture par facture et on commence à lister toutes les factures. Chanel, c'est pas pour les enfants qu'on a pris du Chanel. 2350 €. S'il vous plaît, 2350 €. Total Gaz, 1000 €. Total Gaz, 1000 € en septembre. On n'a jamais eu de gaz ici. On chauffe au fioul. Donc 2000 € de gaz, c'était pour leur maison, c'était pas pour nous, c'est pas possible autrement. Nettoyage de piscine, il n'y a pas de piscine ici. Audi A3, première échéance. Audi A3, deuxième échéance. Le solde de la Mercedes, 15 614,50 €. L'ensemble de ces véhicules, on ne les a jamais vus. On a été un peu sidérés, on va dire, dans la mesure où sur l'ensemble des factures, on a dû en justifier 3 ou 4 qui relevaient du fonctionnement de l'établissement. Après, le reste, c'était complètement des factures qui relevaient de leur vie privée. Donc sur la période de rien que 2011, 60 066 € de factures non justifiables en chèque. Les nouveaux propriétaires vivent à une centaine de kilomètres dans un manoir en Normandie. Les dépenses qu'ils faisaient prendre en charge par l'aide sociale à l'enfance, c'était en partie pour meubler et chauffer leur manoir. Les éducateurs ont expliqué aux enfants que de l'argent qui leur était destiné était parti ailleurs. Une trahison de plus pour ces jeunes qui n'avaient pour la plupart pas une très belle image des adultes. Ils ont manifesté en fait leur colère. Donne-moi ta bagnole et ton manoir. On a surtout décidé de ne pas leur mentir, de leur dire la vérité. De dire que voilà, c'était pas de leur faute. C'était pas de leur faute parce que d'habitude, quand on part d'ici, c'est qu'on a fait une bêtise. Donc, c'était pas de leur faute à eux, que c'était pas de la nôtre non plus. Mais voilà, c'était leur manière à eux de laisser peut-être une trace. Lorsque Marilyn Marais est arrivée, elle a découvert qu'il n'y avait aucun éducateur professionnel. En 2012, après une visite, l'Agence régionale de la santé avait fait un rapport alarmant, signalant qu'au regard de la vétusté des locaux, elle ne pouvait que souligner le caractère non satisfaisant, voire maltraitant de l'hébergement. Il y avait parmi les pensionnaires des psychotiques, dangereux pour les autres. Ils n'avaient rien à faire ici. Les jeunes, livrés à eux-mêmes, avaient des relations sexuelles. Ici, la sexualité était complètement banalisée. Comme si c'était normal de faire une fellation, d'avoir des rapports dans les toilettes. Et on a pris des enfants en train de se filmer. Dans des positions équivoques, ça faisait rire tout le monde, en train de se masturber. Les adolescents avaient pris le pouvoir. Il y avait des dominants et des dominés. On peut imaginer ce que ressentaient les petits lorsqu'ils arrivaient. Un de ceux qui a été victime de cette violence a accepté de nous parler. Ses parents étaient SDF. Il a été placé ici à l'âge de 5 ans pour le sortir de la rue. Dès mon arrivée définitive ici, il y a 5-6 grands qui sont arrivés sur moi, ils m'ont frappé derrière. Ils m'ont mis la bouche comme ça, ils m'ont porté à 6, ils m'ont bloqué parce que j'essayais de me défendre.
Et après, ils m'ont mis derrière, ils m'ont mis des patates, des gifles, des chassés, des coups de pied dans la tête, écrasement de tête, enfin, tout ça. J'avais 5-6 ans quand ils m'ont frappé. C'était grand, 19-20 ans. C'était pas sécurisé, il y avait trop de jeunes qui se frappaient dessus. Il n'y avait pas assez d'éducateurs pour surveiller un peu partout. L'aide sociale à l'enfance venait d'envoyer un petit de 5 ans à l'école de la délinquance. Moi, je connaissais pas cette violence avant. Et quand les grands ils m'ont frappé, moi j'ai eu une intention de aussi taper sur les autres. J'ai fait des fugues, j'ai cassé des vitres, j'ai volé. J'ai fait plein de bêtises. Marilyn et Tony, les nouveaux responsables, ont tout repris en main. Ils ont remis à l'école ce qui n'y allait pas, réorienté vers la psychiatrie ce qui aurait dû y être. En 2013, des éducateurs de la région parisienne ont reçu des plaintes d'un enfant placé ici. Ils ont alerté le conseil général qui, pris de panique, a fermé l'établissement. Nous avons demandé des explications. Dominique Soulier, directeur des services du conseil général, nous apprend qu'ils ont attendu que cet enfant se plaigne pour s'intéresser à ce foyer. Il a fallu qu'un enfant se plaigne pour que le département bouge. Il faut bien qu'il y ait un dysfonctionnement, un moment de signaler pour qu'on constate qu'effectivement on est en décalage par rapport à ce qui est annoncé. Ça a été très tardif par rapport à la situation qui durait depuis des années. Et ça, personne ne le nie. Est-ce qu'il y avait eu des signalements au cours des 30... c'est bien ce que je dis. Vous êtes en train de me dire que le conseil général ne se mobilise que s'il y a un signalement. Je dis, sur cette question-là, il est intervenu, il a déclenché des procédures adaptées à partir du moment où il a été alerté sur un certain nombre de difficultés. Vous êtes en train de me dire que vous n'agissez que sur des alertes, et ça m'inquiète. Le conseil général... Je ne dis pas qu'on agit que sur les alertes, mais c'est l'alerte qui a déclenché effectivement ce processus. C'est ça, et donc pendant des années, on a laissé ces enfants en danger. Personne ne s'inquiétait de cette situation. Le département a été quand même à l'origine de la fermeture de l'établissement. Mais oui, mais à quelle année? En 2013. Pas avant. Avant, il ne s'est rien passé. Après cet entretien, nous avons appris que Dominique Soulier n'est à ce poste que depuis 1 an et demi. On ne nous a pas permis de rencontrer ceux qui ont laissé les enfants en danger pendant tant d'années. Ils se cachent dans les alvéoles en béton de l'institution, plus protectrice de ses fonctionnaires que des enfants. Je pense que quand on fait les métiers qu'on fait, notre priorité, c'est la protection de l'enfant, c'est la protection des enfants. Donc, on espère qu'avec cet exemple-là, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que, par la suite, de prendre conscience qu'il y a besoin de contrôle dans les établissements. Il y a besoin, moi, j'ai rien contre le contrôle. Qu'on contrôle nos pratiques, qu'on contrôle nos comptes. Enfin, c'est les fonds publics, ce sont nos impôts. Et j'espère que ça ne se reproduira pas, tout simplement. La ferme, oubliée pendant tant d'années, a fait subitement l'objet de toutes les attentions du conseil général, qui a déposé plainte pour détournement de fonds. Le couple, lui, est toujours dans la nature. Une nouvelle association vient de reprendre la ferme. Une salle de classe a été créée. Les locaux ont été rénovés, des éducateurs ont été recrutés. Une dizaine d'anciens enfants du centre sont revenus. Ils vont peut-être enfin grandir sereinement. Mais cela n'enlèvera pas la violence de ce que beaucoup ont subi. Retour en Mayenne, au foyer d'Hercé. Certains vivent mal le placement. Cindy, 17 ans, est arrivée depuis peu. Elle a grandi dans une famille d'accueil qu'elle adore. Mais à l'adolescence, elle s'est posé des questions sur sa place dans cette famille. Les relations se sont tendues. Elle a été transférée au foyer d'Hercé. Alors là, c'est ma chambre. Un peu de bazar. Tous les objets de sa chambre auxquels elle tient lui ont été offerts par sa famille d'accueil. Donc voilà. Ça, c'est ma famille d'accueil qui me l'a offert pour mon anniversaire, avec des photos de tout le monde. Là, c'est ma petite sœur et ma grande sœur, et puis là, c'est toute la famille. J'ai passé 10 ans chez ma famille d'accueil, et donc après, j'ai dû aller au foyer. Donc c'était un peu dur au début, mais bon, maintenant, on s'y fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je prends tout quart de tour, donc quand on me disait non, quelque chose comme ça, je partais de la maison, puis j'allais faire des tours sans prévenir, et puis après, je revenais.
donc ça me plaisait pas beaucoup. Bah, moi, je la considérais comme ma maman, mais je savais que c'était pas ma maman, en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça clash? Ouais. Parce qu'on sait plus. C'est ça? Ouais. Cindy n'a jamais vécu avec sa mère. Elle a été placée bébé, elle a eu très peu de contact avec son père. Est-ce que tu sais pourquoi tu as été placée, Cindy? Bah, je n'ai pas trop compris, en fait. Et est-ce que tu as des contacts avec ta maman? Non. Non, pas du tout? Non, je la connais pas. T'as pas envie de comprendre? Non. Pourquoi? Je sais pas, pour l'instant, je suis encore jeune et j'ai pas envie de tout savoir pour l'instant. J'ai envie d'attendre un peu. Cindy a toujours beaucoup de mal à admettre que sa famille d'accueil, rémunérée pour la recevoir, ne sera jamais vraiment la sienne. Bah, je me suis dit que c'était une prison ici, que je voulais pas rester là. J'ai dit que j'allais faire les plus grosses conneries pour repartir. Sauf que ça marche pas. Mais je trouve toujours une solution pour sortir. Comment tu fais? Bah, je passe par le toit derrière. Par le toit? Oui. Après, j'arrive devant la grille. Je suis sortie. Là, je vais faire un gâteau. Pour les jeunes du foyer, elle va faire une recette qu'elle a apprise avec sa famille d'accueil. Cindy aimerait devenir cuisinière et avoir son restaurant. Bah, c'est un tiramisu au spéculoos. Ça te fait quoi, ça? Bah, j'aime bien. Je pense à autre chose. Ne plus penser au fait qu'elle devra faire sans cette famille sur laquelle elle a reporté toute son affection. Le sentiment d'abandon contre lequel elle lutte depuis sa toute petite enfance ressort violemment. Si tu avais été adoptée toute petite par une famille, est-ce que ça aurait été bien pour toi? Est-ce que tu aurais aimé? Bah, ça aurait été mieux. Si on t'avait proposé ça? Pourquoi? Explique-moi. Bah, au moins, j'aurais pensé que j'aurais une maman. Parce que là, j'ai l'impression de ne pas en avoir. Ça aurait été beaucoup plus simple. Tu as pensé à ça? Elle fait partie des nombreux enfants de l'aide sociale qui ne retourneront jamais dans leur famille d'origine. Cindy, comme d'autres dont l'ASE a la charge, aurait pu être adoptée et avoir une famille normale. Ils sont des milliers comme elle. On les appelle les oubliés. Dans ce département, les responsables de la protection de l'enfance ont pris conscience que l'on gâche ainsi au départ les vies d'êtres humains comme Cindy. Ils reconnaissent leurs erreurs. Je pense que là, on a raté quelque chose. Oui. On ne va pas chercher des explications tordues. Là, on n'a pas fait notre travail. Penser l'adoption, penser qu'on va mettre, enfin voilà, qu'on va carrément couper les liens entre un enfant et sa famille, c'est encore quelque part tabou, quoi. Et je crois que même au niveau de certains travailleurs sociaux, c'est quelque chose de très dur à faire. Mais dans l'exemple que vous prenez là de cette jeune fille, où ça pose une autre question, c'est que ce qu'elle a exprimé, ce qu'elle vous a exprimé récemment, je pense qu'elle l'a déjà exprimé. Et quand je dis on a raté quelque chose, c'est peut-être ça, c'est-à-dire c'est au niveau de son écoute et au niveau de la prise en compte de sa parole. Là, par contre, il a sans doute été manqué quelque chose. Un service qui a le courage de se remettre en cause, c'est exceptionnel. Après 2 ans d'enquête, nous pouvons dire que ceux qui reconnaissent ainsi leurs failles sont très rares. Plus de la moitié des enfants placés sont dans des familles d'accueil. Certains y vivent des expériences magnifiques, d'autres ont moins de chance. Jessie est la mère d'un adolescent qui présentait des troubles du comportement depuis sa petite enfance. Kevin a été placé à 13 ans dans une famille d'accueil en 2013 dans la Meuse où vit son père. Jessie, elle, habite en Seine-et-Marne. Elle avait pensé avec son ex-mari qu'un éloignement de leur fils lui serait bénéfique. Moi, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était l'école, puisqu'il faisait rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il avait des problèmes de comportement, oui. Il ne pouvait pas rester en place, pas de concentration.
On a tout essayé, hein. On a vu un pédopsychiatre qui a essayé des médicaments pour l'hyperactivité, mais en vain. Rapidement, Jessie a senti que son fils était malheureux avec cette famille d'accueil. Il se plaignait de ne pas avoir toujours à manger, ne pas pouvoir se laver tous les jours. Il a fugué une fois, en plein hiver. Il y a peu de temps, Jessie lui a donné un téléphone portable pour qu'il puisse lui parler librement. En espace de 2 jours, j'ai eu tout élément de maltraitance en fait sur mon fils, grâce à ce fameux téléphone. C'est ce qui a permis à mon fils de se libérer, de pouvoir parler tout seul. C'est grâce à son téléphone qu'il a pu prouver qu'il était victime de maltraitance psychologique, ce qui est toujours difficile à démontrer, d'autant que les services de l'ASE ne rendent visite à ces familles d'accueil qu'après avoir pris rendez-vous. Kevin avait compris que la seule manière de se défendre était d'enregistrer les propos de son assistante familiale. Jessie a alors pu découvrir ce que subissait son fils. Tu descends! Tu descends! Je ne veux plus te voir en haut. Non! Et tu restes à la baraque! Ici. Là. Là! Je suis là. Là! Tu te mets assis! Ne monte pas en haut! Mais j'ai vraiment lui faire la cour, Adrienne. Quel intérêt j'ai d'avoir un gamin à la maison dont je dois m'occuper? Depuis 11 mois que t'es ici, qu'est-ce que je fais? Je te torche le cul, je te donne la béquille, comme à un bébé. Au lieu de te torcher le cul, je te lave tes fringues. Ouais, c'est la même chose, hein. Je vais vraiment péter un câble. Et il sera content, le petit morveux. Et il sera heureux, le petit morveux. Il va en rigoler, le petit morveux. Là, je peux plus, là. Vous êtes quand même une bande de petites crapules, vous, les mômes, là. Bouleversée, Jessie a réagi immédiatement. Lorsqu'un enfant est pris en charge par l'ASE, ses parents n'ont pas le droit de le récupérer sans l'accord d'un juge. Pour protéger son fils, Jessie n'avait qu'un recours, prévenir le conseil général et la gendarmerie. Moi, j'ai averti l'ASE directement en leur disant « Écoutez, vous sauvez mon fils de la maltraitance ou je bouge. Je vais le chercher. » Mon fils, je lui ai dit « Bouge pas, maman, elle fait les démarches. » Et dans la soirée, mon fils m'envoie un message. Donc il me dit « Je t'envoie des photos. » Donc je lui demande « C'est quoi ?» Et il m'a dit « Tu verras. » Les photos montraient des traces rouges sur le cou de Kevin. L'assistante familiale l'avait saisi au cou, selon lui. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Que c'est soit une famille de l'aide sociale à l'enfance qui ait fait ça. Bon, parce qu'il y a la maltraitance, il y en a partout. Mais là, on confie un enfant à l'aide sociale à l'enfance pour justement remettre notre enfant dans le droit chemin. Et en fin de compte, là, on tombe des nues. Il faut que justice soit faite. J'irai jusqu'au bout. Jessie a transmis les enregistrements au service de l'ASE. Kevin a été écarté de cette famille et envoyé dans un foyer. Jessie a porté plainte contre l'assistante familiale pour maltraitance. L'ASE, curieusement, n'a pas jugé utile de le faire. Elle a quand même suspendu son agrément. La femme a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc en mai. Le matin de l'audience, elle est là. Jessie découvre que Kevin, lui, ne viendra pas. Pourtant, le parquet l'avait convoqué pour qu'il témoigne lors du procès. Dans une lettre, l'adolescent avait expliqué à quel point il tenait à être là. Là, j'ai 2 lettres en fait que mon fils a écrites pour être présent aujourd'hui. Et il s'avère qu'il ne sera pas présent puisqu'ils ne l'ont toujours pas laissé sortir. Lui, il en avait envie d'être présent. C'est lui la victime, quoi. Mais l'ASE de la Meuse n'a pas autorisé Kevin à venir raconter ce qu'il a subi. Une bien étrange manière de prendre soin des enfants, selon l'avocat de Jessie. L'intérêt de l'enfant est bafoué, foulé aux pieds. C'est inquiétant pour... C'est très inquiétant de la part d'un organisme dont justement le principe est de respecter l'intérêt de l'enfant. Ça les gêne
manifestement qu'un dossier de violence sur un enfant placé au sein d'une famille d'accueil puisse venir devant un tribunal correctionnel, et que donc ils font tout pour que l'enfant ne puisse être entendu et que l'enfant ne participe pas à son procès, ce qui est tout à fait déplorable. Selon l'avocat de Jessie, habituellement dans la Meuse, ces histoires de maltraitance ne sortent pas des couloirs de l'ASE. Cette affaire ne serait jamais arrivée devant la justice si la mère de Kevin n'avait pas porté plainte. L'audience débute. L'assistante familiale se défend en disant qu'au départ, elle avait de bonnes relations avec Kevin, mais qu'après sa déscolarisation, il était devenu ingérable. L'avocat général affirme que le certificat médical et les photographies corroborent les faits décrits par Kevin. Il rappelle que même si le jeune devenait insupportable, rien ne justifiait cette violence. Une famille d'accueil se doit d'être exemplaire. Il requiert 2 mois de prison avec sursis. Devant les juges, la représentante de l'aide sociale qui suit Kevin explique que l'assistante familiale n'avait jamais posé de problème. Son témoignage déposé, elle quitte la salle d'audience. Nous voulons obtenir des explications sur l'absence de Kevin, la victime. Madame, excusez-moi, pourquoi l'enfant n'a pas le droit de venir se présenter aujourd'hui? Excusez-moi, mais il a la parole, cet enfant. Dans l'intérêt de l'enfant, pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui? Pourquoi est-il enfermé? Pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui, madame? Il est enfermé, c'est pas moi qui décide, madame. Pendant l'audience, nous avons été sidérés d'apprendre que l'ASE avait redonné son agrément à l'assistante familiale. Cette femme peut à nouveau accueillir des enfants, alors qu'elle a reconnu son acte de violence. Même si elle dit que les traces sur le cou, ce n'est pas elle. Elle a accepté de nous parler en présence de son avocate. Vous comprenez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Non, je comprends pas du tout. La plainte, voilà, je pensais pas qu'on en arriverait au tribunal. Au tribunal, on en est au tribunal, je réponds de mes actes. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Je reconnais simplement que... Vous avez pas eu un comportement adapté. Oui, voilà, j'ai pas eu un comportement adapté par rapport à ma profession, ça c'est clair, c'est sûr. Et vous savez pourquoi? Mais parce que ça a monté crescendo pendant des semaines, parce que j'avais demandé le 12 novembre à ce que quitte la maison, il s'est passé quand même 2 mois, où là, les faits ont monté en puissance. Une demi-heure plus tard, le tribunal rend son verdict. L'assistante familiale est déclarée coupable et condamnée à 2 mois de prison avec sursis. Elle nous a précisé qu'elle avait demandé un soutien psychologique pour cet enfant difficile. L'ASE n'avait, selon elle, jamais bougé. Cette femme nous a dit aussi que depuis, son agrément ne lui a pas été enlevé, mais que l'ASE ne lui a pas confié d'enfant. Au cours de cette enquête, toutes les assistantes familiales que nous avons rencontrées nous ont dit qu'elles n'avaient jamais été contrôlées à l'improviste. Il n'y a pas plus de contrôle dans les lieux de vie. On appelle ainsi des habitations de particuliers qui accueillent chez eux un plus grand nombre d'enfants. Ils sont beaucoup mieux payés pour le faire. Les Deux-Sèvres, le département qui en compte le plus. Le 13 février 2010, le propriétaire d'un de ces lieux de vie était au volant d'une Ferrari, sur cette route de campagne. À ses côtés, une de ses pensionnaires, Jennifer, 16 ans, et l'amie de celle-ci, Fanny, 15 ans. Jennifer est la fille de Dominique Saïdi, Fanny, la fille de Bruno Lefebvre, le maire d'une commune voisine. La Ferrari a brutalement quitté la route. La Ferrari arrive de notre droite, loupe le petit virage, file tout droit, vient en biais et tape dans ce mur gris là. 3 morts, là, comme ça, gratuitement. Tout ça pour un excès de vitesse, premièrement. Alcool. Les 2 filles sont tuées sur le coup, le conducteur aussi. Il devait rouler très vite. La 6e vitesse était enclenchée. L'autopsie révèle qu'il avait 1,58 g d'alcool dans le sang. Il avait emprunté la Ferrari de son père, un pharmacien connu de la région. Fanny vivait chez ses parents et retrouvait souvent Jennifer dans ce lieu de vie où elle avait été placée. Les 2 filles étaient inséparables. N'importe qui peut avoir un agrément du Conseil général qui permet d'accueillir des enfants. Le propriétaire du lieu de vie touchait 129 € par jour et par pensionnaire. Comme il en hébergeait 3, il gagnait très bien sa vie, 11 610 € par mois. Ce jour-là,
Après avoir bu quelques verres comme il le faisait souvent, il a fait monter les deux adolescentes dans son bolide de luxe, serré sur le siège passager. 2 adolescentes à qui on a volé leur vie. Tout ça dû à un personnage irresponsable. Quand on tient un lieu de vie, on s'abstient d'avoir des problèmes avec l'alcool. Quand on s'occupe d'adolescents, qui plus est d'adolescents en difficulté, on découvre la protection de l'enfance chaque jour et on se dit mais c'est pas possible qu'on laisse passer de telles choses. Il y a des responsabilités, il faudra les établir, c'est tout. Enfant, Jennifer avait été abandonnée par sa mère et élevée par son père et sa belle-mère, Magali. À l'adolescence, elle a commencé à se scarifier puis à fuguer. Dépassée, ce père et cette belle-mère ont demandé son placement, non loin de chez eux. Quelque temps après, une éducatrice et une psychologue ont alerté le conseil général sur le fait que les adolescents ne se sentaient plus encadrés dans ce lieu de vie. Ça, c'est dur de lire que les enfants se sentent en insécurité et non protégés, notamment Jennifer, qui a pu remarquer que monsieur sentait l'alcool. Nous, on n'avait pas connaissance de ces problèmes, en fait. On n'avait pas connaissance, Jennifer ne nous en parlait pas, forcément. Des courriers attestent, par contre, que les responsables du conseil général savaient depuis longtemps que l'homme buvait. On disait prudemment qu'il avait des problèmes de santé récurrents. Tous les rapports, ils le disaient qu'il y avait des problèmes d'alcool. Les emails, ils le disent de partout. Oui. J'avais fait part de mes doutes sur les capacités de monsieur Moineau, avec les problèmes d'alcool déjà repérés depuis longtemps. J'ai donc informé ma hiérarchie par mail. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait ensuite, mais toujours est-il que l'information a bien été donnée. Après avoir découvert tout cela, le père de Jennifer porte plainte. Lorsque le gendarme chargé de l'enquête a demandé au parquet de faire des auditions plus poussées, il a reçu cette réponse. Le magistrat nous sensibilise sur l'arrivée d'une période électorale peu favorable à des réactions médiatiques liées à des opérations judiciaires au sein de ce type de collectivité. En d'autres termes, à l'époque, le parquet ne souhaitait pas faire la lumière sur la responsabilité du Conseil général par peur de ce que pourrait en dire la presse. L'affaire a été classée sans suite. Alors moi, quand je vois juste un papier comme ça, j'ai envie de me dire, mais c'est quoi cette justice-là? Cet accident dérange. Dérange parce que ça remet quand même des choses en cause, des fonctionnements. On peut pas lâcher avec tout ce qu'on a entre les mains. Une épaisseur comme ça de dossier, c'est pas possible. Et puis on peut pas lâcher déjà pour la mémoire de nos 2 filles, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah oui, parce qu'au départ, il y a quand même, on passe par un sentiment de culpabilité. C'est obligé. Des parents qui se sentent coupables pour la mort de leur fille, alors qu'ils avaient accepté de se séparer d'elle afin justement de la mettre à l'abri, de la protéger. Magali, la mère de Fanny, n'aurait jamais autorisé sa fille à aller voir son amie dans ce lieu de vie si elle avait imaginé que la sécurité des adolescentes n'y était pas assurée. Donc, c'était sa chambre. Il lui semblait évident que Jennifer, l'amie de sa fille, était entre de bonnes mains. Fanny, qui a été prise par Jenny. C'est Jenny qui a pris cette photo. Les parents de Fanny accueillaient souvent Jennifer. Son comportement s'était stabilisé. Il était prévu qu'elle quitte le lieu de vie. Elle voulait devenir esthéticienne. Tout ici les ramène à leur peine. Donc là, en point de mire, on a le lieu de vie, là, juste là, derrière l'amandier. Les 2 familles n'admettent pas que le conseil général ait laissé le propriétaire tenir seul ce lieu de vie lorsque sa femme l'a quitté. Bruno Lefebvre se demande pourquoi le responsable de l'aide sociale qui avait signalé la mauvaise tenue et les problèmes d'alcool avait quand même permis le renouvellement de son accréditation. La grosse erreur du Conseil général pour moi, elle est là, c'est de dire pourquoi ils n'ont pas sauté sur l'occasion de dire stop, on ne peut plus donner cet agrément à ce monsieur. Non, ils persistent, ils signent en bas de la feuille en disant on redonne un agrément de 3 enfants à ce monsieur.
Dominique Saïdi a obtenu qu'un juge d'instruction puisse ouvrir une autre enquête pour savoir si la responsabilité du Conseil général pourrait être mise en cause. Bien entendu, nous avons contacté les services du département, mais ils ont refusé de s'exprimer sur l'affaire. J'aimerais bien au moins simplement les entendre s'excuser, hein, parce que de toute façon ils ne peuvent plus réparer ce qu'ils ont fait, c'est clair, on ne ramènera plus nos filles. Et finalement, les personnes du Conseil général qui ont donné cet agrément en ayant quand même plusieurs éléments douteux vis-à-vis de ce monsieur, c'est à eux que j'en veux le plus, parce que c'est eux qui auraient pu arrêter la machine. Après l'accident, le Conseil général des Deux-Sèvres s'est soudain réveillé. 2 autres lieux de vie ont été fermés pour mauvais traitements sur les enfants. D'autres histoires sordides se passent derrière les murs des institutions. Des responsables ferment les yeux sur des comportements de personnel qui peuvent maltraiter des enfants pendant des années. À Reims, en 2012, Pierre-Louis Falala, un surveillant de nuit, a été condamné à 18 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 7 enfants de 10 à 15 ans, placés dans le foyer Saint-Rémy. David, père d'une des victimes, se séparait de sa femme. Ils avaient demandé le placement de leur fils pour l'éloigner quelque temps du conflit familial. Jusqu'au jour où les faits ont été révélés par l'un des jeunes qui s'est plaint auprès d'un éducateur. Le fils de David, qui a aujourd'hui 13 ans, a été auditionné. Mon ex-femme qui m'a téléphoné en me disant on a rendez-vous au commissariat, il s'est passé quelque chose au foyer. Maintenant, au commissariat, je pensais que c'était grave aussi, un accident. Et on l'a su là-bas. Il a été victime d'attouchement sexuel et Pierre-Louis Falala a obligé mon fils à le toucher. Après les faits, l'enfant était retourné vivre dans sa famille. Il n'était plus le même. Je ne pouvais plus le toucher, le prendre par l'épaule ou lui caresser la tête ou le bras ou le dos. Comme tout parent fait à leur enfant, je ne pouvais plus faire ça. Plus de câlins en fait. Plus de câlins, plus rien. Il me repoussait, il avait des réactions. Non, papa, c'est la peur de. Je pense que c'est la peur de l'homme. Et moi, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, mais il m'en veut. J'ai pas su réagir à la détresse de mon fils, à son appel. Pierre-Louis Falala avait été embauché comme homme d'entretien et surveillant de nuit. D'après ses aveux, dès 2008, il avait commencé ses pratiques. Masturbation, sodomie, fellation sur les enfants qui se sont tus sous ses menaces pendant au moins 2 ans. Nous avons eu au téléphone le directeur de l'époque. Il nie qu'il ait su que le gardien emmenait des enfants chez lui. Pourtant, des lettres le prouvent. Il avertissait aussi M. Falala de cesser d'avoir des comportements douteux. Il lui demandait de ne plus les entraîner dans son atelier au sous-sol du foyer, d'arrêter de leur faire des cadeaux, de leur donner de l'argent. Pierre-Louis Falala n'avait pas été déstabilisé, même après une menace de licenciement, comme s'il était sûr de son impunité. Maître Lalmambif est l'avocate de Pierre-Louis Falala. Elle avait été étonnée par la légèreté de l'enquête. Pourquoi, par exemple, le directeur n'avait-il pas été interrogé sur le fait qu'il n'ait pas licencié ce surveillant de nuit suspect? Elle lui a donné un avertissement, 3 mises à pied, pour au final le conserver parce qu'il était tellement merveilleux. Il était très travailleur, bricoleur, il aidait tout le monde. Et ils ont réagi simplement parce qu'un enfant avait dénoncé. Mais je pense qu'ils auraient pu essayer de vérifier un petit peu plus ce qui se passait dans leur établissement. Là où cette affaire est ahurissante, c'est que ce Pierre-Louis Falala avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles sur mineurs. Une condamnation prononcée au tribunal de Reims. 1 an et 3 mois de prison avec sursis. Mais il avait obtenu que cette peine soit inscrite uniquement dans la partie non publique de son casier judiciaire. Une condamnation qui serait passée inaperçue à Reims, où pourtant le nom de Falala est célèbre. Un ancien maire et député a donné son nom à la médiathèque. Le fils de ce maire, avocat, est conseiller général, qui plus est, membre de la commission des affaires sociales. Il nous a dit ne pas connaître le pédophile, cousin de son père. Est-ce que quelqu'un a été interrogé au conseil général, auditionné au moins?
Non. Non, personne. Non, on a l'impression que c'était une affaire qui était étouffée à tous les niveaux. Enfin, c'est l'impression que j'en ai eue, en tout cas. Au début, j'ai supposé que parce que M. Falala appartenait à une famille qui avait été très connue sur Reims, peut-être qu'on n'avait pas cherché à aller plus loin. Alors, il était le cousin de l'ancien maire de Reims. Je pensais que cela aurait beaucoup plus de retentissement que cela n'en a eu. Nous avons pris contact avec un responsable du Conseil général de la Marne, dont les propos nous ont surpris. Il en ressort que les enfants placés ne semblent pas être une priorité dans la Marne. Est-ce que vous pouvez me recevoir au Conseil général pour me parler de cette affaire Falala? Ah, ben écoutez, moi ça me fait plaisir de vous recevoir, oui. Je voudrais un éclaircissement sur cette affaire, en fait. Malheureusement, voilà, c'est une affaire dont on a parlé, mais il y en a d'autres. Mais sauf que M. Falala était récidiviste. Oui, mais ça, il avait connu des agressions, mais nous, on n'en savait rien. Le directeur de l'association avait été alerté depuis quelques années, depuis 2008. Les faits ont eu lieu en 2010, que ce monsieur emmenait les enfants chez lui. Enfin, il y avait des choses pas normales. Il avait reçu des avertissements en pagaille. Ça, l'information aurait dû être transmise au Conseil général. Est-ce que vous l'avez eu dans vos services? Nous, on n'est pas l'œil de Moscou dans les établissements. Personne ne le savait au Conseil général. Et non. Pour moi, c'est une affaire tranchée, c'est terminé, c'est fini. Ah bon? Voilà, si vous êtes dans les informations qui vont bien, c'est bon. D'accord. Très bien. Écoutez. Merci, madame. Merci. Au plaisir. Au plaisir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Cet interlocuteur nous dit qu'il n'est pas l'œil de Moscou, ce qui revient à dire que dans la Marne, il n'est pas dérangeant qu'il n'y ait aucun regard extérieur sur des enfants placés. D'autant plus inquiétant que cet homme reconnaît avec une certaine désinvolture que des affaires comme ça, il y en a d'autres. Pierre-Louis Falala est aujourd'hui en prison pour de longues années. On est en droit de se demander si la justice a vraiment fait tout son travail, si d'autres responsables n'auraient pas dû être inquiétés. Vous pensez que la responsabilité aurait pu être engagée, la responsabilité du foyer, la responsabilité du Conseil général? Oh oui, je pense que la responsabilité du foyer, oui, puisque c'est peut-être pour cela aussi que le dossier de M. Falala avait disparu. Mais personne n'a engagé la responsabilité du foyer. Ce qui est même étonnant. Et du Conseil général? Et du Conseil général, par la même occasion. Qui est responsable des enfants? Bien sûr. Comme dans un médiocre roman policier, effectivement, les enquêteurs n'ont pas pu mettre la main sur le dossier de Pierre-Louis Falala qui se trouvait dans le bureau du foyer. Ce dossier avait disparu. À nouveau, le foyer d'Hercé, en Mayenne. Un jeune de 17 ans vient d'arriver d'un autre établissement où il a agressé 2 éducatrices. Il a donné un coup de pied à l'une d'elles qui est enceinte. Une mise à distance de 24 heures pour l'obliger à se calmer et à réfléchir. Catherine Blin, la chef de service, l'accueille. Tu m'as l'air tendu là un petit peu. Ouais? C'est comme ça. Non, parce que comme je te trouve un peu speed là. Non, je suis bien. D'accord, bon. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi tu es là? Parce que hier, j'ai fait des trucs qu'il fallait pas faire. Je sais pas si vous connaissez Maud. Elle est enceinte. J'étais debout et je restais comme ça. Et du coup, elle a pas aimé. Moi, je rigolais, mais elle a pas pris ça pour rigoler. Sinon, j'ai tordu la main à Lucie. À Lucie? Et à Elodie. En rigolant comme ça, mais... Alors toi, pour rire, tu tords les mains des éducatrices? Ouais. En tout cas, voilà. Nous concernant, nous, c'est pas acceptable. C'est aussi le deuxième acte. Aussi de violence, quand même. En tout cas, t'es d'accord pour dire que c'était un geste complètement déplacé? Oui, ouais. Enfant, il avait été adopté. À l'adolescence, il a tout fait exploser. Pourquoi tu as été un jour placé? Mais parce que moi, je respectais pas mes parents aussi. Je faisais n'importe quoi, je sortais comme ça, tout. J'insultais mes parents. Je crachais sur mon père, tout. En tout cas, ce que tu dis, c'est intéressant, puisque effectivement, à un moment, toi, tu as été demandeur de ce placement pour que les comportements que tu pouvais avoir dans ta famille cessent et que tu puisses construire autre chose. Là, ce que tu es en train de nous montrer, c'est que
tu refais des comportements qui sont inadaptés. Donc réfléchis à ça. Parce qu'à un moment, ça va servir à rien le placement dans ces cas-là. Profite de ces mains tendues pour avancer et pas continuer le fonctionnement qui t'a amené à être placé. Parce que ça va t'amener encore plus de soucis. Hein? Oui. D'accord. Il va passer la nuit au foyer et retournera le lendemain là où il a été placé. L'agressivité des jeunes n'est jamais gratuite. On sent que vous ne voyez pas un délinquant. Derrière l'acte, vous voyez... Non. Mais non, parce c'est des enfants malheureux. Malgré tout, même si effectivement, il y a des actes, et il faut les punir. Hein. Il faut qu'à un moment, on les arrête dans leur fonctionnement. Mais avant tout, ce sont des enfants qui sont malheureux. Alors chacun exprime ça. Certains vont être très repliés sur eux-mêmes, voire dépressifs, voire dans des passages à l'acte suicidaire ou des tentatives de ce ordre-là. D'autres vont l'exprimer par de la violence. Mais ce qu'ils viennent dire, c'est qu'ils ne sont pas bien et qu'ils sont malheureux. En France, nous manquons de structures pour les adolescents atteints de graves troubles du comportement, qui se retrouvent fréquemment dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, totalement inadaptés pour les recevoir. L'un des plus grands spécialistes de ces enfants est le professeur Berger. À Saint-Étienne, il travaille avec d'autres scientifiques du monde entier sur les conséquences physiologiques de la maltraitance. Depuis plus de 20 ans, il essaye de convaincre les Français de mieux s'occuper de ces enfants dès leur plus jeune âge. Il a l'impression de prêcher dans le désert. L'échec de la protection de l'enfance, c'est le fait que beaucoup d'enfants qui sont passés par ce dispositif présentent des troubles importants au niveau intellectuel, au niveau affectif, au niveau capacité de s'intégrer dans la société, parce qu'on ne les a pas protégés assez tôt et pendant toute la durée de leur croissance. Dans son service, il récupère ces hyperviolents, des enfants sauvages, qui sans soin peuvent devenir des criminels. Ce jour-là, le professeur Berger reçoit un jeune qu'il a pris en charge à l'hôpital à partir de ses 6 ans. Un hyperactif qui vivait des épisodes de grande violence entre sa mère et son beau-père. À la maternelle, il piquait des crises terribles, il mordait, se faisait pipi dessus, marchait à 4 pattes. Il a été retiré de l'école et interné à l'hôpital. Le professeur Berger avait préconisé son placement, un éloignement de cette famille pour le soigner. Quand tu es arrivé, tu étais un enfant très violent. Tu as essayé de t'étrangler, même une fois, tu te rappelles ou pas? Oui. Pourquoi tu avais fait ça? Parce que je voulais plus trop faire partie, je me sentais plus trop de ce monde. Je me suis dit que j'avais pas ma place ici. Que tu n'avais plus ta place avec les enfants ou avec les gens vivants? Les gens vivants. Même j'essayais de me faire tuer plusieurs fois quand j'étais petit. Déjà en buvant de la javel, je me rappelle. Mais tu l'as bu exprès? Oui. Attends, tu avais quel âge? J'avais 3 ans à peu près. Mais pourquoi tu voulais disparaître? Tu voulais mourir à ce point? Parce que j'étais vraiment très en colère contre ma maman. C'était pour punir ta maman que tu voulais te tuer? Il a été placé dans une famille d'accueil et reçu tous les jours à l'hôpital. C'est ainsi que le petit garçon a pu être rescolarisé. Mais lorsque son placement avait été décidé, il était déjà très installé dans la violence. Il ne savait pas faire autrement. Est-ce que tu penses d'abord que ça aurait été mieux pour toi d'être placé plus tôt? Oui, je le pense. Et pourquoi? Je pense que ça serait mieux parce que je pense que je serais moins énervé. Pourquoi tu aurais été plus calme? J'aurais pas vu les scènes de violence. Ouais. Parce que ça me faisait peur, les scènes de violence. D'accord. Donc tu aurais été protégé de ça? Oui. D'accord. Le professeur s'appuie sur des études qui, depuis une vingtaine d'années, ont changé les pratiques des services de protection de l'enfance dans beaucoup d'autres pays. En France, ces études sont ignorées. Pourtant, il existe des moyens simples pour savoir si un enfant, même très jeune, est en danger. Par exemple, ce test, très peu utilisé dans notre pays. On utilise un petit test qui s'appelle le test de Brunel-Lésine. C'est très simple.
Un bébé de 9 mois va jouer avec ce cube. Et puis, on met un mouchoir en papier sur ce cube et on lui dit où il est le cube. Un bébé qui vit dans un milieu stable, fiable, qui n'est pas angoissant, va réfléchir et hésiter un petit peu, il tire le mouchoir et il retrouve le cube. Cela veut dire que quand il ne perçoit pas le cube visuellement, il en a gardé l'image. Un bébé qui vit dans un milieu complètement chaotique, imprévisible, des parents, on ne sait pas à quel moment a lieu le repas, si les parents vont être là, par qui il va être gardé. On fait cela, il ne garde pas l'image du cube à l'intérieur de lui. On lui dit où est le cube, il tourne la tête à gauche, à droite, il est perdu. Donc ça veut dire que cet enfant n'a pas mis à l'intérieur de lui une figure parentale stable et sécurisante. Et là, on peut mesurer le quotient de développement. Et on sait que quand un enfant a un quotient de développement qui est bas, dans ce contexte, on entre dans une zone à risque et avec un risque de non-réversibilité. Ça veut dire qu'un enfant qui a été très négligé et très maltraité en gardera des traces toute sa vie. Donc vous êtes très pessimiste par rapport à l'avenir de l'enfant en France. Extrêmement pessimiste. Qu'il est en danger. Oui. Ce que dénonce le professeur Berger, c'est l'idéologie qui domine notre système. Chez nous, la tendance est de tout faire pour laisser des enfants dans leur famille. On fabrique parfois des bombes à retardement. En 2011, dans le Nord, un homme a commis un acte de révolte ultime contre ce système qui ne protège pas ses enfants. Fabrice Ricac, un éducateur de 38 ans, s'est pendu au petit matin le 17 novembre, à la voûte de l'un des ponts les plus empruntés de la ville de Dunkerque. Un suicide pour dénoncer ce qui se passait dans ce foyer où il travaillait. C'est son père qui l'a découvert au lever du jour. Il est venu avec une corde, il s'est pendu avec une corde ici. Donc c'était bien pour que tout le monde le sache, pour faire du bruit, quoi. Pour faire du bruit, ça c'est clair. C'est clair. Fabrice encadrait des adolescents placés dans l'un des foyers de l'Action éducative et sociale, l'AAE, qui dépend de l'aide sociale à l'enfance. Une association dans laquelle les travailleurs sociaux souffraient et disaient qu'ils ne pouvaient plus assurer la sécurité des enfants. Sur cette vidéo, Fabrice avec son petit garçon dans le jardin de ses parents. Un père attentif. Un homme qui dans son travail avait une obsession, améliorer la vie des enfants en souffrance. Philippe Toulouse, un éducateur syndicaliste, explique que Fabrice, en se suicidant, a voulu dénoncer le scandale de la protection de l'enfance. Écoutez, moi je vais retenir ce qu'a dit un salarié de l'association à la veille de sa mort, qu'il avait rencontré. Il avait dit « je vais faire exploser l'AE ». Je pense que ce qu'il a voulu dire par là et au travers de son acte, c'est finalement de remettre en cause tout ce système qui devenait profondément injuste et inhumain. C'est dans ce foyer où il travaillait que Fabrice avait été obligé de se défendre face à un adolescent qui lui portait des coups. Sa hiérarchie a considéré qu'il avait fait une faute. Elle a menacé de le licencier pour finalement le muter. Une humiliation terrible pour cet éducateur qui ne comptait jamais ses heures auprès des enfants. Je ressens vraiment de la haine envers ces gens-là qui ont fait que mon gamin passe à l'acte, quoi. Ce suicide a entraîné une révolte contre une hiérarchie qui ne comprenait pas les difficultés que les éducateurs rencontraient sur le terrain. L'un des plus importants mouvements sociaux dans la protection de l'enfance qu'ait connu la France. 200 salariés ont exercé leur droit de retrait pendant 18 jours. C'est-à-dire qu'ils ont cessé leur activité parce qu'ils s'estimaient en danger dans leur travail. Ils manifestaient dans la rue. Alexis Constant, journaliste de La Voix du Nord, a été impressionné par cette révolte des travailleurs sociaux. Ils ne croyaient plus en rien. Et évidemment, ils étaient, pour certains, effondrés. On voyait pleurer, craquer. Et il y avait un sentiment d'écœurement très profond, quoi. Très profond. Et sur le moment, un dégoût de la profession. On sentait qu'ils étaient dégoûtés d'eux-mêmes, de la profession, qu'il n'y avait plus de reconnaissance, elle n'avait plus de sens. C'était des moments assez durs, quoi. Alexis Constant s'est alors plongé dans le monde de la protection de l'enfance, qui sait bien se cacher derrière sa complexité.
L'association avait en charge 250 enfants placés dans plusieurs foyers. Chaque jeune rapportait en moyenne 150 € chaque jour, versés par le Conseil général du Nord. C'était dans ce foyer que Fabrice travaillait. Maître David Brouwer, l'avocat qui a défendu Fabrice, nous indique avoir découvert que la politique des dirigeants était de remplir les foyers pour augmenter le chiffre d'affaires, l'intérêt des enfants n'étant pas une préoccupation. L'association avait la réputation de prendre tous les enfants dont aucune autre structure ne voulait. C'était vraiment, dans les cas, quasiment désespérés. Et donc, c'était des enfants qui étaient difficiles et beaucoup plus difficiles qu'ailleurs. Les conditions d'hébergement étaient extrêmement précaires. Elles n'étaient pas dignes. On apprenait que certains enfants dormaient sur de simples matelas au sol. C'était effectivement extrêmement difficile. Et on disait, il n'y a pas d'argent pour faire des travaux, il n'y a pas d'argent pour améliorer les conditions d'hébergement. Alexis Constant, sidéré par le fonctionnement de cette association, qui recevait 21 millions d'euros par an, s'est plongé dans les comptes que personne ne vérifiait. Et il a découvert que cet argent public était dilapidé. On arrive effectivement déjà à trouver des choses absolument incroyables. On apprend que les dirigeants se font rembourser leurs taxes d'habitation, leurs taxes foncières, depuis plus d'une dizaine d'années. La taxe d'habitation s'élève à 2561 € prise en charge totalement par l'association. Ce monsieur est propriétaire. Donc taxe foncière, on est à 1494 €. En fait, ce sont tout un tas de dépenses personnelles que les dirigeants faisaient payer directement par l'association. Ainsi, ces notes pour le chauffage d'un des directeurs. Le 17 janvier 2005, 543 € de fuel. Le 30 mars, 649 € de fuel. Le 15 décembre, 706 € de fuel pour chauffer son logement personnel. Hein ? En 2010, on est sur 4723 €. On peut se demander aussi, avec de telles factures, si on ne chauffe pas tout le village, quoi. Hein, parce que... Cette association avait un nombre considérable de cadres, de chefs, de sous-chefs et leurs adjoints. Entre l'éducateur de terrain et le directeur général, 7 strates dans les bureaux. Et certains de ces chefs étaient affamés. Là, je suis sur des restaurants, des notes de restaurants. Donc, des repas entre directeurs, 2 directeurs, 3 directeurs. J'imagine qu'ils parlent de l'association restaurant pour dire quel projet pour cette année, etc. Mais quand on arrive à 5 000 € de notes de frais de restaurant, et puis c'est des bonnes tables, je veux dire, c'est pas des petits, c'est pas le boui-boui du coin, quoi. On va quand même se taper un bon resto pour dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Le pôle social, il y a un problème, etc., quoi. Le restaurant, c'est systématique. En 2011, le comité d'entreprise obtient qu'un rapport financier lui soit communiqué. 15 cadres touchent chacun plus de 50 000 € net par an. Les chèques mensuels les plus importants dépassent 8 900 € pour l'un et 9 300 € pour l'autre. Mais effectivement, moralement, c'était insupportable. C'est insupportable. L'argent public, j'ai envie de dire, mais maintenant, c'est un discours qui est devenu très répandu, c'est sacré. Surtout quand il n'y en a plus de l'argent public. C'est sacré, quoi. Et on n'utilise pas une association à vocation sociale pour s'enrichir et ne rien payer. Parce que quand on a 8 000 € de salaire par mois, quand on a la voiture payée, j'allais dire la voiture, les voyages, le payage, l'essence, les factures, les taxes d'habitation, les taxes... Mais on a quasiment plus d'avantages qu'un préfet de région. Et là, il n'y a pas un préfet de région dans cette association, il y en a une petite dizaine. Et moi, sur 10 ans, j'arrive à des centaines et des centaines de milliers d'euros qui ne sont pas allés là où ils devaient aller, c'est-à-dire dans l'association, la réfection des foyers, l'amélioration des conditions de vie des résidents, etc. Tout cet argent-là, il est allé dans les poches, à titre personnel, de ces dirigeants. Les bénéficiaires de ces extraordinaires avantages disent que tout cela a été prévu par les conventions collectives de l'association, que les taxes foncières et d'habitation leur étaient payées parce qu'ils vivaient dans des logements de fonction à proximité des foyers. Pourtant, les habitations de quelques-uns ne ressemblent pas vraiment à des logements de fonction. Ici, on est sur la digue de Malo, l'endroit le plus sympathique de Dunkerque, le plus prisé aussi en termes d'immobilier, puisqu'on est face à la mer et au bord de la plage. On est aussi devant une des villas qui a fait polémique dans le cadre du dossier de l'AES. Et quand on voit
cette belle villa, on peut se poser la question, faut-il payer, que l'association paye en plus la taxe d'habitation, qui est une des plus élevées de Dunkerque. 2 500 € pour une maison, une villa sur la digue. On peut difficilement trouver plus cher à Dunkerque. Et on comprend pourquoi la taxe d'habitation est aussi élevée. À peine Alexis Constant nous a-t-il quittés que l'un des dirigeants de l'AAE qui habite cette maison sort de chez lui et vient nous interpeller. Il se doutait que nous ne faisions pas des images sur les charmes de la station balnéaire. On sait que des dirigeants de cette association ont bénéficié du remboursement des taxes d'habitation, des taxes foncières et de quelques autres avantages. Ce n'était pas le cas ? Non. Ce n'était pas votre cas ? Non. Et je l'ai vu sur les comptes et ça a été confirmé par l'association. Et moi, j'ai un contrat de travail et je n'ai pas de remboursement de frais en 2013 sur ma maison. Non, en 2013, mais dans les années précédentes, monsieur. Et dans les années précédentes, c'est des contrats de travail qui datent de 96. Et vous avez donc eu des remboursements de taxes d'habitation. Je ne peux rien vous dire là-dessus, madame. Pourquoi vous n'admettez pas qu'en effet, il y a eu des abus par rapport à ces taxes d'habitation, ces taxes foncières? Pourquoi vous l'admettez pas? Puisque c'est un fait et qu'on l'a vu. C'est pas des abus, madame. C'est quoi, alors? C'est des contrats de travail qui étaient prévus il y a plus de 30 ans. Sûr de son bon droit, notre travailleur social trouve scandaleux que nous puissions nous interroger sur les avantages exorbitants dont il a bénéficié pendant au moins 15 ans. Mais n'empêche qu'il y avait des taxes foncières de rembourser. C'est un fait, ça. J'ai dit que c'était un contrat de travail. Oui, mais répondez-moi à la question. Franchement, je suis le seul dirigeant qui reste aujourd'hui au niveau de l'AE par rapport à la SMIC. Je n'ai rien à voir sur le sujet. Là où ça s'est passé, le problème... Est-ce que vous pouvez me donner le montant de votre salaire dans cette association? 5 000 €. C'est beaucoup, hein? J'ai 40 ans d'ancienneté. Ouais, mais c'est un bon salaire quand même dans le social. Vous êtes quand même dans le social. Ah oui, mais c'est le prix social. Ah bon? Bah, écoutez, ça donne envie de faire du social. Franchement... Ça vous semble pas énorme? Après 40 ans d'expérience professionnelle... Dans les comptes du siège social, nous avions trouvé des dépenses incompréhensibles. Par exemple, ces achats de matériel pour un total de 532 000 € en un an sans la moindre explication ni justification. On a vu aussi, par exemple, 500 000 € de matériel de construction. 500 000 €. Aucun justificatif. Vous trouvez ça normal? Non. Mais c'est pas chez moi. Voilà, ben, on l'a vu en tout cas. Mais on ne dit pas que c'est vous, mais on l'a vu. Non, mais vous comprenez qu'on s'interroge, on est journaliste. Non, mais j'entends bien, mais je ne suis pas du tout concerné par le sujet. Là, ça, franchement. Et je suis capable de prouver à un centime près tout ce qui a été mis dans cette maison. D'accord. Bon, au revoir, monsieur. Au revoir, madame. En 2012, les organisations syndicales ont déposé plainte contre l'association pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. Un nouveau président a été nommé à la tête du conseil d'administration. Une nouvelle directrice a été engagée. Lorsqu'elle nous a reçus, le président a voulu être présent. Ils nous ont appris que quelques anciens dirigeants ont accepté de tirer un trait sur des avantages. Certains se sont découverts une maladie, ils sont en congé, d'autres ont quitté leur poste. Aujourd'hui, la nouvelle équipe ne nie pas la gabegie. Lorsque vous dites c'est pas normal, d'emblée on a envie de vous répondre évidemment que c'est pas normal, on est d'accord avec vous. Preuve en est qu'on les a remis en cause. C'est bien qu'on n'était pas d'accord. Moi, ma morale, mon éthique a été heurtée. L'argent public qui doit aller aux ayants droit n'allait pas directement aux ayants droit. Donc, ce sont ou les enfants, ou les SDF, ou tous les bénéficiaires de l'association. Est-ce qu'on est allé dans les comptes pour se dire, voyons combien d'argent a été utilisé pour les restaurants, les hôtels et tout ce qui s'ensuit? Le calcul est impossible. Enfin, le calcul prendrait énormément de temps et dans quel objectif? Dire on a dépensé autant d'argent à contre-courant de ce que... Alors, moi, je pars d'un principe, je préfère me concentrer sur comment l'utiliser bien demain que sur combien ça a coûté hier. Oui, c'est dégueulasse, mais tournons cette, et je vais être vulgaire, putain de page. Toutes les institutions locales sont pressées de tourner la page. Clairement, ne pas chercher à savoir ce qu'est devenu tout l'argent qui n'est pas allé là où il aurait dû. Il n'y avait pas de contrôle, il y en a, en tout cas en ce qui concerne l'AE, je peux vous garantir aujourd'hui qu'on est extrêmement contrôlé. Le contrôle aujourd'hui? Le Conseil général. Ah bah ça y est, le Conseil général contrôle les comptes. Mais... C'est bien, il faut que des situations explosent pour que tout d'un coup le Conseil général fasse ce qu'il faut. Il a augmenté son degré de contrôle, voilà.
Oui, le Conseil général contrôle, oui, évidemment. Oui, le niveau de contrôle du Conseil général était sans doute léger par le passé, mais encore une fois, par le passé, les dépenses, on ne fait pas les justifier tant que ça. Tout le monde était bien content du train de vie qui menait. Et puis, petit à petit, les finances se sont réduites. Ce qui a provoqué le grognement au niveau de l'AE, c'est que quand tout s'est réduit, et bien plutôt que de réduire les avantages du haut de la pyramide, on a supprimé des postes d'éduc, on a supprimé des postes de maîtresse de maison, on a supprimé des postes de surveillant de nuit. Et du coup, là, l'éduc, il s'est plus retrouvé dans son job. Il s'est dit, mais attendez, on nous parle de restrictions budgétaires, eux continuent des trains de vie démesurés, sur lesquels on n'est jamais revenu avant, mais nous, on nous supprime tout. Eh bien, on n'est plus d'accord. Nous avons demandé un entretien au Conseil général du Nord. Le responsable de la protection de l'enfance, Jean-Pierre Lemoine, a refusé de nous répondre sur les soupçons de détournement de fonds publics sous le prétexte qu'une enquête est en cours. Il a quand même fini par reconnaître que les dirigeants n'auraient pas dû bénéficier de tels avantages. Taxe foncière, taxe d'habitation, c'est normal de se faire payer cette taxe foncière? Absolument pas, madame, absolument pas. Et c'était le cas? Oui, mais je pense que là-dessus, je le répète d'ailleurs, vous le savez, il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours aujourd'hui, effectivement, et là-dessus, nous avons pris des dispositions pour effectivement retrouver, je répète, au niveau de l'association, un fonctionnement aujourd'hui normal. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Voilà, je répète là-dessus, ce qui s'est passé sur l'histoire de l'AE relève aussi de la responsabilité de l'employeur. Vous me dites, c'est pas à nous, c'est à l'employeur de prendre la décision. C'est ce que vous venez de me dire. Non, mais donc ça veut dire qu'on peut laisser un employeur faire? Absolument pas. Je rappelle que là-dessus, y compris, je répète, d'ailleurs, des dispositions ont été prises d'ailleurs depuis. Et depuis, mais on dit toujours les dispositions ont été prises. Mais moi, je vous parle de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces cadres ont-ils pu se faire rembourser leurs taxes sans aucun regard du Conseil général? Non, mais là, sur cette question-là, effectivement, les choses ne sont pas acceptables et pas normales, et nous avons pris des dispositions pour y remédier. Nous contrôlons effectivement aujourd'hui, bien évidemment, l'argent public qui est engagé pour l'accueil de ces jeunes. Qui n'était pas fait autrefois. Merci à vous. Une plainte a bien été déposée. Mais le procureur de la République, qui a eu accès aux mêmes éléments du dossier que nous, n'a pas jugé utile de nommer un juge d'instruction et de lancer des investigations. Quelques notables ont obtenu que rien ne soit fait pour que l'on sache la vérité sur l'emploi qui a été fait de tout cet argent. Aujourd'hui, dans les foyers de l'AAE, les conditions de travail ont changé. Les éducateurs sont en nombre suffisant. Les actes de violence sont beaucoup plus rares. À Dunkerque, tous les jours, la maman de Fabrice Ricac espère que la mort de son fils permettra d'améliorer la vie des enfants. Dans le cadre de la protection de l'enfance, il serait primordial que ce que Fabrice a fait serve à quelque chose. Il ne faut pas que ça reste un acte gratuit qui passe inaperçu. Il faut absolument que ces enfants, qu'on prenne cas d'eux, qu'on s'occupe d'eux comme ils le méritent et non pas comme ils ont été traités jusqu'à présent. Personne ne sait comment sont vraiment utilisés les milliards d'euros qui devraient changer la vie de ces enfants. Dans de trop nombreux endroits, l'institution protège plus ses fonctionnaires que ses jeunes. Des milliers d'enfants en souffrance continuent d'être négligés. 40% des SDF sortent de l'ASE. Des anciens de l'ASE remplissent les prisons et les services psychiatriques. Une des pires hontes de notre République.